nous sommes partis. Mais avant toute chose, parce que je compte faire les choses proprement, nous allons un peu revenir sur l'origine de la Constitution du 8 octobre 1958. C'est une constitution qui donc est celle de la Cinquième République française, qui a été promulguée par référendum en 1958 et qui, bien entendu, a été adoptée par le peuple français et ainsi elle est toujours en vigueur à l'heure actuelle. Les origines de cette constitution remontent à celle de la Quatrième République, en vigueur entre 1946 et 1958. La Quatrième République était un régime parlementaire, où le Parlement était plus important et avait plus de pouvoir président de la République, et qui, eh bien ma foi, était constitué de telle manière que c'était un régime très instable, et en seulement 12 années, il y a eu plus d'une soixantaine de gouvernements qui se sont succédés, aussi incapables les uns que les autres. Eh bien, les crises à laquelle la France faisait face pendant les guerres de colonisation, la fin de la Quatrième République, elle entre vraiment à son paroxysme lorsque, eh bien, la Quatrième République entre à son paroxysme avec la crise algérienne. Donc, eh bien, dans une sorte de guerre civile avec ce département qui alors faisait partie de la République française. Et du coup, eh bien, alors que l'instabilité est proche et que certains militaires algériens, français, menacent de faire un coup d'État, alors le président de la République, un certain... comment il s'appelait déjà? Zut. Vincent... Non, René Coty, veuillez m'excuser. René Coty appelle à la rescousse Monsieur le général de Gaulle, qui forme un gouvernement. Et donc le général de Gaulle devient le dernier premier ministre, entre guillemets, ça s'appelait pas comme ça s'appelait président du Conseil, mais donc devient le dernier président du Conseil de la Quatrième République. Et Lucas, bon, alors Brogos, mais pas trop, je ne sais pas qui vous êtes, mais enfin Lucas, je sais, mais Brogos, mais pas. Et donc du coup, après avoir obtenu le soutien populaire que De Gaulle avait depuis la libération en 1944, eh bien, il propose de rédiger un nouveau projet de constitution avec donc à sa tête un certain, je vous ai compris, c'est en Algérie le discours, non? Je crois que oui, c'est à ce moment-là qu'il a dû dire ça. Et donc, eh bien, c'est un certain Michel Debré qui va rédiger la Cinquième République. Et du coup, cette constitution, c'est intéressant de savoir qu'en fait, c'est un peu une constitution qui a été faite sur mesure pour le général de Gaulle. Sauf que cette constitution a survécu au général de Gaulle et continue à être en vigueur encore aujourd'hui. Et c'est intéressant de savoir que les plus grands détracteurs de la Cinquième République, François Mitterrand, ont été ceux qui ont le mieux utilisé ses pouvoirs. Et donc, la Cinquième République, depuis 1958, n'a pas toujours été la même. Il y a eu ce qu'on appelle des révisions constitutionnelles. Là, je vais lire en ASMR, donc la constitution actuelle. Bon, je vous expliquer quelle était au tout début. Donc, il y a plusieurs révisions constitutionnelles. Ça a été fait, ça a été utilisé en 1962. Le général de Gaulle, je vous dirai quand et pourquoi ça a été. Comment il a changé ça. Il y a un truc très particulier. Il y a également si je dis pas de bêtises, une révision constitutionnelle en 2008, une révision constitutionnelle en 2000 qui fait que on passe du septennat au quinquennat. Et donc voilà. Maintenant que la remise en question a été faite, je demande à mes viewers si vous avez des questions avant que je commence. Je précise également que la Constitution est
dès qu'il y aura une petite remarque intéressante que je peux faire, petite anecdote que j'ai, etc., je n'hésiterai pas à la dire parce que c'est pour votre plaisir et pour votre culture. C'est parti. Intégrale de la Constitution en 1958 en vigueur. Texte intégral en vigueur à ce jour de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. C'est proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi que droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2000. De ses principes et de celui de l'autodétermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent leur volonté d'y adhérer des institutions fondées sur l'idéal commun de la liberté, l'égalité et de fraternité, et conçues en vue de leur développement, de leur évolution, démocratique. Article 1er. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Premier, de la souveraineté. Article 2. La langue de la République est le français. L'emblème national est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. L'hymne national est la Marseillaise. La devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Ce principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et alors, pour l'anecdote, pour le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, c'est une formule qui provient de Abraham Lincoln, qui était président des États-Unis, notamment pendant la guerre de sécession. Et on lui doit cette formule qui, une fois, est restée dans la plupart des pays démocratiques. Et voilà, bien joué Lincoln, un boss. Article 3. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect, les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et discret. Et pour ceux qui sont les conditions déterminées par la loi, les nationaux français majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques. Issus du sport, ils se forment et exercent leurs activités librement. Ils doivent respecter le principe de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi. La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupes politiques à la vie démocratique de la nation. Alors du coup, je fais une petite pause, toute simplement pour envoyer un message à Loufounet et lui dire de rejoindre ce banger. Sur live, viens, c'est ridicule. Président de la République. Article 5. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier du pouvoir public ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Article 6. Le président de la République est élu en 5 ans au suffrage universel direct.
nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. Donc cet article 6 il est assez intéressant parce que du coup il faut savoir qu'avant 1962, le président de la République n'a été élu qu'une seule fois au suffrage universel masculin. C'était en 1848, lorsque Napoléon Bonaparte. Alors, du 59 à la base, ce live, c'est un gage que je devais faire avec des amis à moi. Et donc, du coup, je m'attendais à ce que parmi les gens qui soient là, il y ait des gens que je connaisse, mais s'il y a des purs inconnus, donc je trouve ça trop cool. Bien sûr, c'est trop bien. Bref, je disais donc, cet article à la toute base, il n'était pas du tout comme ça. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avant 2000, la révision constitutionnelle de 2000, eh bien, le président de la République était élu pour 7 ans. Et avant 1962, il était élu par un collège de grands électeurs. Alors, je sais plus tout à fait qui constituait les grands électeurs, mais si je ne dis pas de bêtises, c'était les parlementaires, les sénateurs et les membres de l'Assemblée nationale. Et aussi, je pense, les élus des collectivités territoriales. Et donc, en fait, pour assurer sa réélection et sa mainmise sur le pouvoir, le général de Gaulle a organisé un référendum. Ce soit le peuple qui élise directement le président de la République. Et du coup, il savait que c'était acquis, puisque le peuple était de tout cœur avec lui à ce moment-là. Voilà, tout ça, ça a changé maintenant. Pas forcément pour le mieux, je ne sais pas vraiment. Et maintenant, le fait est que maintenant c'est comme ça. Ah, c'est rigolo ça, dit donc, Maxence. Continuez. Le 7. Président de la République. Ah, je me l'énonce des suffrages s'exprimer. Si celle-ci n'est pas tenue au premier tour lors des scrutins, il est procédé le 11e jour suivant. Un second. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, cas échéant, retrait de candidats, après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le scrutin est ouvert sur convocation du gouvernement. L'élection du nouveau président a lieu fin jour et 20 jours et 30 jours plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice. En cas de vacances de la présidence de la République, quelque chose que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel, saisi par le gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du président de la République, à l'exception celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Et si celui-ci à son tour est empêché d'exercer ses fonctions par le gouvernement. Donc, en gros, ce qu'ils essayent de dire de manière très complexe, c'est simplement si le président de la République est soit destitué, soit incapable d'exercer ses fonctions, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. Si c'est passé quelquefois dans la Ve République, quand par exemple quand le président de la République Georges Pompidou est décédé en 1974, c'est le président du Sénat qui s'appelait Alain Boer qui a fait du coup la présidence de la République par intérim en attendant l'organisation de nouvelles élections, à l'issue desquelles c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a été élu face à François Mitterrand. Ça s'est passé aussi une deuxième fois, et je sais plus quand. Je sais quand. C'était en 1970, 69, lorsque le général de Gaulle a démissionné de son poste de président parce qu'il avait loupé un référendum. Il faut savoir que le général de Gaulle était une véritable drama queen. Où en étais-je? Si, dans les 7 jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidature, une personne ayant moins de 30 jours avant cette date annoncée publiquement sa décision d'être candidat décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection. C'est vrai que ça peut arriver. Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection. En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour, les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être précédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales. Il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous, ou celles déterminées par la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus. Le Conseil constitutionnel peut proroger, je ne sais pas comment on dit, les délais prévus au troisième et cinquième alinéa sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de 30 jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel si l'application des dépositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du président en exercice. Celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur. Il ne peut être fait application des articles 49 et 50 ni de l'article 80 de la Constitution lors de la vacance du président de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du président de la République et l'élection de son successeur. Très bien. C'est un peu compliqué, mais voilà. Mais comme je vous aime bien, mais je vais aller regarder un anime, car sinon je vais m'endormir, c'est dommage, c'est le but. Être bercé par la Constitution, qu'est-ce que tu peux espérer de mieux? Mort d'Emmanuel Macron. Sinon, si le Conseil des ministres, c'est la cour, article 10. Ah merde, j'ai oublié l'article 8. J'ai oublié l'article 8. Le président de la République nomme le Premier ministre, il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Sur les propositions du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. Ça, c'est un truc que je trouve assez intéressant, c'est que, en gros, c'est quand même le président de la République qui nomme les ministres. Tant c'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Moi, je pense que c'est là la représentation de la suprématie du président de la République par rapport à celui qui est pourtant le chef du gouvernement. C'était pas le cas sous la Troisième République ni la Quatrième. Je trouve que c'est pas forcément une bonne idée. Mais le président de la République sur proposition du... Putain, mais attendez, j'oublie plein d'articles, c'est n'importe quoi. Article 10. Le président de la République promulgue les lois dans les 15 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi. De certains de ces articles, cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Article 11, c'est bon. Le président de la République, sur proposition du gouvernement, pendant la durée des sessions, sur proposition conjointe des deux assemblées publiées au journal officiel, soumettre au référendum un projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics, en tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Lorsque le référendum est organisé, sur proposition du gouvernement, celui-ci fait devant chaque assemblée une déclaration qui est ensuite suivie d'un débat. Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du gouvernement, soutenu par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel rôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique. Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le président de la République la soumet au référendum. Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de 2 ans suivi de la date de scrutin. Suivant la date de scrutin, lorsque le référendum conclut à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le président de la République promulgue la loi de 15 jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. Article 12. Le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu 20 jours, environ 40 jours, puis après la dissolution. L'Assemblée nationale se réunit au plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection.
Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue par la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de 15 jours. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections. Alors la dissolution de l'Assemblée nationale, ça s'est fait plusieurs fois sous la Ve République. Ça s'est déjà fait sous le général de Gaulle, ça s'est déjà fait sous François Mitterrand, et ça s'est déjà fait sous Jacques Chirac. Et d'ailleurs, Jacques Chirac avait vraiment très mal calculé son coup, parce qu'après coup, il y a eu énormément de députés socialistes qui avaient été élus, alors qu'il était, c'était un président de droite. Du coup, ça a mené ce qu'on appelle une cohabitation. Donc ça veut dire que le président de la République a dû nommer à l'issue de, comment dire, à l'issue des vainqueurs de l'Assemblée nationale, il a dû nommer la tête de file des socialistes. Et du coup, c'était Lionel Jospin. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Article 13. Le président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres qui nomment aux emplois civils et militaires de l'État, les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'État, les collectivités d'outre-mer réglées par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés au Conseil des ministres. Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est prévu le Conseil des ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du président de la République pourra lui déléguer pour être exercé en son nom. La loi organique détermine les emplois, fonctions autres que ceux mentionnés au troisième alinéa par lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et des libertés, la vie économique et sociale de la nation, le pouvoir de nomination du président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque la diminution des votes négatifs dans chaque commission représente 3/5 des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernées. Article 14. Le président de la République accrédite les ambassadeurs et envoyés extraordinaires des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Article 15. Le président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale. Donc globalement, c'est le big boss. Et c'est intéressant de savoir que, comment dire, intéressant de savoir que, par exemple, le président des États-Unis, il est le chef des armées. Il est, genre, responsable des armées, mais c'est pas lui qui va prendre toutes les décisions. Il est conseiller d'un chef d'état-major et ce genre de trucs. Alors qu'en France, c'est vraiment le président de la République qui commande. Et je pense que c'est vraiment un symptôme du fait que c'était une constitution qui avait été faite sur mesure pour De Gaulle. Ce que je regrette, putain, avoir mis un putain de strike. 16, suicide intéressant. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées pour ces circonstances, consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées, ainsi que le Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Après 30 jours d'exercice de pouvoir exceptionnel, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs, afin d'examiner si les conditions énoncées par le premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public.
Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de 60 jours d'exercice de pouvoir exceptionnel. Et à tout moment, au-delà de cette durée dont couvre l'article 16, c'est le titre de la 5ème République. Il a été utilisé notamment par le général de Gaulle, une seule fois, pour résoudre la crise algérienne. Il l'a fait la veille de la promulgation de cette constitution. Et c'est comme ça qu'il a réussi à résoudre la crise, qui a mené aux accords d'Oslo, etc. Ce genre de trucs. Aux accords d'Évian. Voilà, qu'est-ce que je raconte. Il n'a jamais été réutilisé depuis. Mais en gros, on dit souvent que c'est grâce à cet article que le président de la République peut devenir temporairement un dictateur. Ouais, peut-être, mais en attendant, il est quand même surveillé de près. Et à tout moment, on peut mettre fin au pouvoir exceptionnel si on juge qu'il en abuse. Article 17. La République a le droit de faire grâce à titre individuel. C'était notamment très important, par exemple lorsque la peine de mort était encore en vigueur. Article 18. Le président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en concret. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote. Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet. Article 19. Les actes du président de la République, autres que ceux prévus aux articles 8, premier alinéa, 12, 16, 18, 54, 56 et 61, sont signés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. Alors ça, je vais pas commencer à faire un de droit, droit administratif, mais ce qu'on appelle le quotient ministériel, c'est quelque chose d'assez important dans tout ce qui est relatif à, comment dire, la responsabilité du gouvernement vis-à-vis du président de la République et inversement, et aussi vis-à-vis des deux assemblées. C'est un peu compliqué, mais c'est. Il faudrait que je relise beaucoup par rapport à ça, c'est pas très intéressant, mais voilà. L'article 19, il est quand même vachement important. Titre 3, gouvernement. Article 20. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l'administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement les conditions suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50. Article 21. Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois, sous réserve des dispositions de l'article 13. Il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au ministre. Il suppliait, le cas échéant, le président de la République dans la présidence des conseils et des comités prévus à l'article 15. Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé. Article 22. Les actes du Premier ministre sont auto-signés le cas échéant par les ministres chargés de leur exécution. Article 23. Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout public, de toutes activités professionnelles. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonction, emploi, le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25. Alors du coup, c'est intéressant cet article 23 parce qu'il spécifie donc que les membres du gouvernement ne peuvent pas être parlementaires. On peut être député maire, mais on ne peut pas être député ministre. Et du coup, c'est pareil, comment dire, euh, tu ne peux pas être autre chose que ministre lorsque tu es ministre. Tu ne peux pas exercer une activité professionnelle, que ce soit dans le privé ou dans le public. Tu ne peux pas. C'est toujours, lorsque tu es ministre jusqu'à la fin de ta mandature. Du gouvernement, pour l'Assemblée nationale et le Sénat. Les députés de l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder 177, 77, sont élus, 577, pardon,
sont élus au suffrage direct. Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder 348, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Par exemple, c'est le cas des Français de l'étranger, par exemple en Israël, qui sont représentés par cet immense porc qui est Meir Habib, qui est une énorme merde. Voilà, c'était gratuit. De toute manière, je pense que vous m'écoutez à moitié, donc moi je peux dire que des dingueries. Sauf cette connerie, putain. Étais-je Article 25. Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, leurs conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Sont assurées du siège des députés, de sénateurs jusqu'au renouvellement général partiel de l'Assemblée. J'ai pas de de l'Assemblée à laquelle ils appartenaient ou le remplacement temporaire en cas d'acceptation par fonction gouvernementale. Une commission indépendante dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement se monte par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés, modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs. Article 26. Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui pour l'exercice de ses fonctions. Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet en matière criminelle ou correctionnelle d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de son des parties. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou de délit flagrant ou de condamnation définitive. La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'Assemblée dont il fait partie le requiert. L'Assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus. Article 27. Mandat impératif et nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La loi organique autorise exceptionnellement la délégation du vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat. Hello, sorry for bothering you, je m'en bats les couilles, ferme ta gueule. Ça des strippers, c'est se faire raid par des bots. Et bah dis donc. Article 28. Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et profond le dernier jour ouvrable de juin. Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder 120. Les semaines de séance sont fixées pour chaque assemblée. Le Premier ministre peut, après consultation de l'assemblée concernée, du président de l'assemblée concernée ou la majorité des membres de chaque assemblée, peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance. Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée. Article 29. Le Parlement se réunit en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou des, euh, de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale sur un ordre du jour déterminé. Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard 12 jours après de sa réunion. Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret du article 30. Or, là, on se réunit en droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes. Décret du président de la République. Article 31. Les membres du gouvernement ont accès aux assemblées
Ils sont entendus directement. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du gouvernement. Article 32. Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel. À l'heure actuelle, euh, les deux présidents des assemblées, on a Yael Braun-Pivet, qui était une députée socialiste, qui est devenue ensuite une députée Renaissance, Emmanuel Macron, qui depuis 2022 est président de l'Assemblée nationale. Ensuite, j'ai couvert. Et à l'heure actuelle, c'est Gérard Larcher qui est président du Sénat, du groupe Les Républicains. Et il est depuis un sacré paquet de temps, et je sais plus depuis combien de temps, mais ça fait 7 ans qu'il y est. Article 33. Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au journal officiel. Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre d'un dixième de ses membres. Titre 5. Des rapports entre le Parlement et le gouvernement. Laissez-moi vérifier quelque chose. Magnifique. C'est dans ce, c'est dans ce titre qu'on va avoir le fameux article 49.3. Le meilleur. Article 34. Les règles concernant les droits civiques garantis exercés accordés aux citoyens qui l'exercice de la liberté, le pluralisme, l'indépendance des médias, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, la nationalité, l'État et la capacité des personnes, les régimes patrimoniaux, les successions et les libéralités. La détermination des crimes et des délits, que les peines, ainsi que les peines qui leur sont applicables à la procédure pénale, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats, l'assiette, l'assiette, et la modalité de recouvrement, les impositions, la nature, le régime d'émission de la monnaie. La loi fixe également les règles concernant le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France, ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales. La création de catégories d'établissements publics, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État, les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé. Ils auraient pu dire privatisation, mais non, ils ont préféré faire dans le public. Très bien, y a pas de souci. La loi détermine les principes fondamentaux de l'organisation générale de la défense nationale, de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources, de l'enseignement, de la préservation de l'environnement, du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions sous réserve prévues par une loi organique. Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et compte tenu de leur prévision de recettes fixent ses objectifs de dépenses, les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État. Les orientations pluriannuelles de finances publiques sont déterminées des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des administrations publiques. Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. Ouais, comme c'était pas suffisamment chiant. Article 34-1, alinéa, je sais pas, tiré 1, tiré 1. Les assemblées peuvent voter des résolutions, des conditions fixées par une loi organique. Les outils recevables ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à leur égard. Article 35. La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Le gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire un Terrible.